Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À près d'un mois de l'élection présidentielle américaine, prévue le 5 novembre prochain, la perspective d'une nouvelle crise électorale inquiète aux États-Unis, alors que la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages. En 2020, lors de la dernière présidentielle, Donald Trump avait contesté sa défaite pendant plusieurs mois, notamment dans l'État de Géorgie, au sud des États-Unis, un État décisif qui, cette année encore, peut faire basculer l'élection. Afin d'éviter de nouveaux débordements, la commission électorale de Géorgie a pris à la fin du mois de septembre une décision controversée. Les assesseurs devront compter les bulletins de vote à la main, en plus du comptage effectué par les machines électorales. Aujourd'hui dans Code Source, on revient sur ces tensions et sur le rôle de l'État de Géorgie avec Mehdi Bouzouina, l'un des correspondants du Parisien aux États-Unis, en ligne depuis Atlanta en Géorgie. Mehdi Bouzouina, le vendredi 20 septembre, vous êtes au Capitole de Géorgie, à Atlanta, dans le sud des États-Unis. Et vous assistez à une réunion qui est sur le point de changer les règles électorales dans l'État. Oui, donc en fait, c'est une réunion de la commission électorale de l'État de Géorgie qui doit s'assurer du bon déroulement des élections en novembre prochain. Georgia State Election Board, my name is John Verveer, I'm chairman of the board. Donc je me trouve dans ce bâtiment qui date de la fin du 19e siècle. C'est une réunion qui a lieu régulièrement, mais là cette réunion elle est particulière parce qu'il y a ce vote sur le règlement d'élection. C'est un peu le dernier moment pour pouvoir changer les règles de l'élection. Et à cette occasion, il y a des citoyens qui passent à la barre et qui viennent témoigner sur ce qu'ils ont pu voir dans des bureaux de vote, sur le processus et leurs inquiétudes. The world is watching. What we do here today matters and what we do here today is important. Parmi eux, il y a un grand nombre de républicains pro-Trump qui viennent dire qu'ils ne font pas confiance aux machines qui sont utilisées pour décompter les voix des Américains et qui sont des fervents défenseurs d'un décompte manuel des voix. Quelle est l'ambiance à l'intérieur de cette salle ? C'est une ambiance assez électrique, on sent qu'il y a un enjeu. Bon, c'est tout de même silencieux parce que l'audience elle est filmée et retransmise, elle passe à la radio locale notamment et puis sur les télés. On sent bien que ce qui va se passer et la décision qui va être prise aura un impact important sur l'élection. Avant d'aller plus loin, Mehdi Bouzouina, décrivez-nous l'État de Géorgie. Alors déjà, il faut comprendre que la Géorgie, c'est un État du Sud qui est profondément divisé entre une grande ville, Atlanta, dont l'aire urbaine fait à peu près 6 millions d'habitants, et une forte population afro-américaine, et le reste de l'État qui est principalement composé de classes moyennes inférieures blanches. C'est un État du Sud, donc historiquement, il vote plutôt républicain durant une élection présidentielle. Cet État du Sud fait aussi partie des swing states, les États clés. Rappelez-nous comment fonctionne le système électoral américain. Il faut bien avoir en tête que l'élection américaine, c'est pas une élection au suffrage direct comme en France, c'est une élection indirecte. Les Américains ont voté pour des grands électeurs au niveau de leur État. Au total, il y a 538 grands électeurs dispatchés dans les 50 États américains. Les démocrates et les républicains vont se battre pour obtenir au minimum 270 grands électeurs et ainsi emporter l'élection présidentielle. La plupart des États attribuent en fait ces grands électeurs au système du winner takes all, c'est-à-dire qu'en fait, si vous obtenez 51% des suffrages dans un État comme la Géorgie, vous obtenez l'ensemble des 16 délégués, des 16 grands électeurs de la Géorgie. Et donc, pourquoi les swing states sont cruciaux ? Les swing states, donc ces États clés, sont cruciaux parce qu'en fait, parmi les 50 États américains, la plupart sont soit profondément conservateurs et votent républicain ou profondément progressistes et votent démocrates. Et en général, il y a environ 5, 6, 7 États qui sont susceptibles de basculer d'un côté ou de l'autre. La Géorgie n'est pas l'État qui dispose du plus de délégués, ça serait plutôt la Californie ou le Texas. Mais la Géorgie fait partie de ces États qui, d'une élection à l'autre, peut potentiellement changer de camp. Donc on les suit particulièrement. Et ces 16 délégués à la Géorgie peuvent vraiment faire pencher l'élection d'un côté ou d'un autre. Alors on va revenir sur la décision prise pendant cette réunion au Capitole de Géorgie, mais avant, pour bien comprendre, il faut remonter à la dernière présidentielle américaine. On est le mardi 3 novembre 2020, et en Géorgie, le président républicain sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden sont au coude à coude. Oui, c'est une soirée qui est assez particulière parce qu'en fait, au tout début de la soirée, on a la sensation que c'est Donald Trump qui va emporter la Géorgie. Il semble avoir une avance assez importante dans l'État. Il est plus ou moins déjà en train de revendiquer sa victoire. Mais petit à petit, il y a tout un tas de bulletins de vote qui sont dépouillés et à la fin, c'est Joe Biden qui passe devant Donald Trump.
Et alors que Joe Biden est en train de prendre de l'avance, le candidat républicain Donald Trump commence déjà à parler de fraude électorale. Oui, Donald Trump, contrairement aux candidats qui perdent en général les élections présidentielles, dénonce ce système électoral et dit finalement « Non, j'ai gagné certains États comme la Géorgie, il y a eu de la triche ». Pendant toute la soirée, il multiplie les tweets. Et dans la nuit, lorsqu'il se rend compte que Joe Biden repasse devant, il publie ce tweet-là où il dit « Nous sommes largement devant. Ils essayent, donc les démocrates probablement, de voler l'élection. Et on ne les laissera pas faire ». Et très vite, il y a ses supporters qui s'amassent devant les bureaux de vote et qui crient « Stop the count », donc arrêtez le compte, arrêtez le décompte. Parce que ces électeurs soupçonnent notamment les démocrates d'avoir bourré les urnes avec des votes par correspondance illégaux. Et ce n'est que plusieurs jours plus tard que les résultats définitifs tombent. Et pour la première fois depuis 1992, c'est un candidat démocrate, Joe Biden, qui remporte la victoire en Géorgie. Oui, après plusieurs recomptes, le 19 novembre 2020, Joe Biden est officiellement confirmé vainqueur de la Géorgie avec environ 12 000 voix d'avance. C'est vraiment peu, sur 5 millions d'électeurs. Au total, ça correspond à peu près à 0,25% des suffrages exprimés. President-elect Joe Biden made history in Georgia. I can't tell you how important it is that we flip the United States. Mehdi Bouzouina, pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps pour avoir ces résultats ? Alors déjà, il faut se rappeler que ça se passe en pleine pandémie de Covid. Et en Géorgie, il y a la possibilité de voter par voie postale. Donc du coup, les bulletins mettent du temps à être dépouillés. En plus, il y a des cafouillages au niveau de la poste qui met un peu plus de temps que prévu pour livrer les bulletins. Ce qui est sûr, c'est que pendant cette longue période de décompte des voix, il y a de plus en plus de tensions autour du processus électoral. Dans les semaines qui suivent l'élection présidentielle de 2020, Trump continue ses accusations de fraude électorale, alors même que beaucoup de membres du Parti républicain se désolidarisent et reconnaissent la victoire de Joe Biden. Oui, il y a un peu cette impression à partir de ce moment-là que Trump est un peu seul face à tous. En fait, déjà, il faut savoir qu'en Géorgie, comme dans d'autres États, il y a la possibilité, quand il y a un scrutin serré, de recompter les voix. Donc ça a été fait à plusieurs reprises en Géorgie, et malgré cela, Trump refuse sa défaite. Donc, il est de plus en plus isolé là-dedans, dans cette démarche. Même Mike Pence, son propre vice-président, reconnaît la victoire de Joe Biden. Le samedi 2 janvier 2021, une quinzaine de jours avant l'investiture de Joe Biden, Donald Trump appelle le secrétaire d'État de la Géorgie, Brad Raffensperger, un républicain, pour lui demander de lui trouver des voix. Alors, c'est un appel complètement lunaire qui a lieu. On a le président des États-Unis en exercice qui appelle le secrétaire d'État de la Géorgie, Brad Raffensperger, en charge de valider les résultats des élections au niveau de l'État, en lui demandant de lui trouver 11 780 voix, donc finalement une voix de plus que ce qu'avait obtenu Joe Biden afin de pouvoir gagner la Géorgie. Je veux juste trouver 11 780 votes. C'est un de plus que ce que j'ai obtenu, parce que nous avons remporté cet État. Le peuple de Géorgie est très en colère, vous savez, et il n'y a rien de mal à dire que vous avez recalculé. Cet appel, il dure 1 heure. On se rend très vite compte que Donald Trump n'accepte pas les arguments qui sont avancés par Brad Raffensperger, qui lui explique par A plus B qu'il y a eu des recomptes, que tout a été vérifié et qu'a priori, il n'y a pas de fraude possible. Les tensions autour des résultats de l'élection atteignent un pic le 6 janvier 2021. Ce jour-là, Donald Trump tient un meeting à quelques centaines de mètres du Congrès, à Washington, devant plusieurs milliers de ses partisans. Dans ce discours, Donald Trump, on s'attend à ce qu'il s'apprête à accepter sa défaite et encore une fois, il refuse le résultat du scrutin et il appelle ses militants à marcher sur le Capitole. Il parle de marcher de manière pacifique et patriotique. Il ne parle pas d'insurrection, mais malgré tout, ça reste illégal de marcher sur le Capitole. En début d'après-midi, le 6 janvier 2021, une partie de ces militants pénètre dans le bâtiment du Capitole. Oui, donc ça ressemble pas tout à fait à une marche pacifique. On a ces militants assez virulents qui vont rentrer dans le Capitole où se trouvent les deux chambres qui forment le Congrès américain et qui représentent finalement aussi la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Get down under your chairs if necessary, so we have folks entering the rotunda and coming down this way. Les représentants et les sénateurs sont obligés d'aller se réfugier dans d'autres salles pour leur sécurité. Il y aura plusieurs morts parmi les militants et les forces de police. 5 personnes sont tuées ce jour-là, dont un policier du Capitole et plusieurs manifestants. Comment réagit Donald Trump ? Donald Trump, comme à son habitude, il est dans le déni. Il dit que c'était pas sa faute. Il condamne évidemment la violence, mais il dénonce aussi
et les arrestations de ses supporters et continue d'affirmer qu'il a gagné cette élection. Pourtant, le lendemain, le 7 janvier, Donald Trump finit par reconnaître, pour la première fois, que son mandat de président est bel et bien terminé. Oui, il faut déjà comprendre que c'est un événement qui a été diffusé sur les chaînes de télé du monde entier. On a le pays le plus puissant au monde qui se retrouve face à ce qui ressemble à une espèce de tentative de coup d'État. Donald Trump est un peu forcé de changer de ton, il se dit scandalisé par la violence, l'anarchie et la pagaille, c'est sa phrase. Et il promet une transition sans accroc, mais à aucun moment il reconnaît sa défaite. Mehdi Bouzouina, on fait un saut dans le temps. Dès le mois de novembre 2022, Donald Trump se déclare candidat pour la présidentielle de 2024 et il remporte la primaire républicaine en mars 2024. Dans le camp démocrate, c'est d'abord le président sortant, Joe Biden, qui est le candidat du parti, avant qu'il ne se retire cet été au profit de sa vice-présidente Kamala Harris. Et à partir du mois d'août, le camp républicain relance petit à petit les accusations de fraude électorale. Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'arrivée de Kamala Harris dans la course a complètement perturbé la campagne des Républicains. Ils avaient axé leur campagne sur une critique de l'âge de Joe Biden, un président sénile qui était en campagne. Et en fait, il se trouve qu'avec l'arrivée de Kamala Harris, qui a 19 ans de moins que lui, c'est Donald Trump qui apparaît comme la personne âgée dans la course. Pour pouvoir relancer la campagne, il y a cette stratégie qui est mise en place. Et l'idée, c'est de vraiment insister sur le fait que les Républicains n'ont pas perdu en 2020 et qu'il y a eu une fraude électorale. C'est un discours qui est beaucoup diffusé ici en Géorgie où j'habite, et quand on reçoit de la propagande électorale par la poste, on a très clairement des mots qui sont indiqués dans les prospectus pro-Trump où il est dit que l'élection a été volée. Qui, en soutien de Donald Trump, reprend ces accusations de fraude électorale ? Il y a quelque chose de très étonnant qui se passe. Les Républicains, sentant qu'ils ont une possibilité de gagner, vont s'aligner derrière Donald Trump et finalement accepter cette rhétorique de l'élection volée. Alors que c'était pas le cas en 2020. Non, c'était pas le cas en 2020. La plupart des Républicains, à part les plus proches soutiens de Donald Trump, avaient accepté la défaite de leur camp. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le 20 septembre, Mehdi Bouzouina, vous êtes donc au Capitole de Géorgie, à Atlanta, et la commission électorale, à majorité républicaine, doit statuer sur une nouvelle règle pour la présidentielle du 5 novembre qui obligerait les assesseurs à compter à la main les bulletins de vote. D'abord, expliquez-nous pourquoi c'est une décision importante. Alors, vu de France, ça peut avoir l'air logique et complètement normal de décompter les voix à la main, sauf qu'en fait, aux États-Unis, on ne vote pas que pour un seul scrutin. Lorsque les Américains sont appelés aux urnes, ils ont ce qu'on appelle un ballot, donc un bulletin de vote avec tout un tas d'élections qui ont lieu en même temps, que ce soit au niveau local, national. Parmi elles, il y a l'élection présidentielle américaine. Donc ça semble très complexe de pouvoir recompter et vérifier finalement le nombre de ces bulletins de vote à la main derrière ça. Ça rajoute une complexité pas forcément nécessaire, selon les experts qui ont pu témoigner à la barre, dans ce processus électoral. Et ça vient aussi rajouter du crédit à la théorie que l'élection a été volée. La réunion dure plus de 8 heures et les débats sont animés. Mehdi Bouzouina, à la fin de la journée, qu'est-ce que la commission décide ? Ce qui est décidé, c'est que les voix seront recomptées à la main en Géorgie. Très vite, le camp démocrate réagit et conteste la légalité de ce changement des règles électorales en Géorgie. Oui, assez vite, les démocrates vont dire que c'est une décision totalement populiste qui va simplement ralentir le processus, un processus qui avait déjà été long en 2020 avec beaucoup d'incertitudes et en plus apporter du discrédit sur le travail des assesseurs et aussi sur les machines qui sont utilisées pour décompter les votes. Comment réagissent les Républicains ? Les Républicains, unanimement, ils saluent cette décision, ils considèrent que c'est une décision démocratique. Il y a quand même une inquiétude au cœur du camp républicain, c'est que les tribunaux ne valident pas cette décision qui a un peu été prise au dernier moment. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait quelques embûches avant l'élection le 5 novembre prochain. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur la possibilité logistique de pouvoir dépouiller les bulletins à la main. Il va y avoir des millions d'électeurs qui vont se précipiter aux urnes. Il va falloir prendre en compte les votes par correspondance. Ça prend du temps de dépouiller les bulletins à la main, premièrement, surtout quand on a des machines qui nous permettent de le faire de manière extrêmement précise et automatisée. Donc du côté des démocrates, on ne comprend pas vraiment l'intérêt de faire ça. Et l'autre inquiétude, c'est que cette perte de temps, elle ne participe finalement à la défiance du processus électoral et qu'il y ait des violences au niveau de l'État. Pour l'élection qui arrive, comme en 2020, la Géorgie va encore se retrouver au centre de l'attention. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons qui font que la Géorgie est un État de premier plan. On évoquait à l'instant l'entrée de Kamala Harris dans la course. Il se trouve que Joe Biden ne comptait pas vraiment sur la Géorgie, mais Kamala Harris, en tant que femme afro-américaine, a beaucoup plus de chances que lui de remporter cet État.
L'autre chose à avoir en tête, c'est que Kamala Harris n'a pas forcément besoin de la Géorgie pour gagner, tandis que Trump ne peut pas se permettre de perdre la Géorgie cette année. Kamala Harris, elle peut compter sur les États du Nord pour lui apporter suffisamment de voix, mais Donald Trump a besoin de cet État historiquement conservateur pour parvenir à revenir à la Maison-Blanche. Et il y a aussi la crainte d'une insurrection dans cet État, un peu sur le modèle de celle du 6 janvier au Capitole de Washington. Oui, ça reste une possibilité. La crainte, c'est que cette fois-ci, les tensions aient lieu au niveau des États, et notamment les États clés comme la Géorgie. Il faut se rappeler aussi que la Géorgie, c'est un État extrêmement permissif en matière d'armes à feu. N'importe qui peut s'acheter, se procurer de manière extrêmement simple des armes à feu, des armes de guerre. Il y a la crainte effectivement d'une insurrection armée, même si ça reste hypothétique. Est-ce qu'il y a d'autres États à surveiller pour l'élection de novembre prochain ? Il y a un autre gros État clé à surveiller, c'est la Pennsylvanie et ses 19 grands électeurs. La Pennsylvanie, historiquement, c'est un État qui vote plutôt démocrate, mais il y a des frustrations depuis plusieurs années, notamment liées à l'inflation et au chômage. C'est un État qui fait partie de la Rust Belt, une zone post-industrielle avec beaucoup d'ouvriers mécontents. Les républicains ont beaucoup surfé sur cette frustration pour parvenir à s'attirer les faveurs de cet électorat blanc de classe moyenne inférieure, et ils comptent bien gagner cet État. Ça pourrait leur permettre de retourner au pouvoir. Merci à Mehdi Bouzouina. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous des commentaires et des étoiles, et abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Ne ratez pas non plus Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Une nouvelle affaire criminelle racontée chaque semaine avec Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.